Les bourses qui vacillent au rythme des attaques russes en Ukraine, alors que les gouvernements des principales puissances mondiales ont annoncé, on vient de le dire, un paquet de sanctions à l'égard du régime de Vladimir Poutine. L'inquiétude reste de mise sur les marchés, notamment en Europe. À Paris, à Francfort ou à Milan, on a clôturé en forte baisse hier, malgré un petit regain de couleur ce matin. Bonjour John Plassard. Bonjour Julien. Spécialiste en investissement chez Mirabeau. Quand on regarde la situation sur les marchés, on avait hier deux mondes qui se dessinaient, j'avais envie de dire. L'Europe où c'était toujours rouge écarlate, les États-Unis où ça allait un petit peu mieux quand même. Et puis ce matin, finalement, l'Europe commence à reprendre aussi des couleurs. Est-ce que ça veut dire que les principales bourses mondiales, au moins aux États-Unis et en Europe, ont digéré la nouvelle d'une certaine manière ? Alors, pas sur le court terme. Évidemment, on va avoir beaucoup de volatilité en Oui. fonction de l'avancée ou non de la Russie. Donc ça va être une des choses. Aussi en fonction des sanctions. On a vu Oui. hier, et on le disait juste avant, que les sanctions ultimes, qui étaient le gaz et le système SWIFT, n'avaient pas été mis en avant pour l'instant. Et je pense que si on devait avoir ces sanctions qui, pour des raisons justement d'avancée des troupes russes en Ukraine, devaient être mises en place, eh bien les marchés pourraient encore baisser avant de rebondir. Mais si on devait rester sur cette situation, si je me fie au passé et à la moyenne, et on en a déjà parlé ensemble, à la moyenne des actions géopolitiques armées, eh bien on voit qu'en moyenne, le S&P 500 perd entre 5 et 6% avant de rebondir. Donc on est dans une situation aussi, et vous l'avez dit, où l'Europe perd plus parce qu'il y a des intérêts économiques plus grands Plus proche. qu'aux États-Unis, et ça est proche, et ça s'est traduit totalement hier sur les marchés financiers, même si évidemment la hausse des marchés américains était une surprise. Oui. Est-ce que ça veut dire que finalement, au moins sur les places boursières européennes, on n'a pas touché les plus bas, ils sont encore devant nous ? Alors, le problème, c'est qu'on a deux éléments fondamentaux qui s'entremêlent, c'est-à-dire c'est cette tension géopolitique inattendue, l'intervention de la Russie en Ukraine, et la deuxième chose, c'est la phase de normalisation monétaire. Vous savez, on n'en parle plus tout d'un coup. Les banques centrales, la BCE, en mars, eh bien, était censée potentiellement nous annoncer qu'elle allait monter les taux avant la fin de l'année, et la Fed, potentiellement, devait monter les taux de 50 points de base. Donc ça remet un tout petit peu plus en question les questions monétaires et les questions géopolitiques. Et évidemment, donc ça pousse à la volatilité. Donc pour résumer, ce que je dirais, c'est que si la situation devait quelque peu se normaliser, les sanctions passent à croître face à la Russie, on pourrait potentiellement avoir touché des points bas, mais si les sanctions devaient être beaucoup plus fortes, on pourrait encore baisser de 5 à 7% sur le S&P, par exemple. Alors vous le disiez, effectivement, il y a peut-être une part de l'explication à trouver du côté des banques centrales parce que, et vous le soulignez vous-même, en Europe, on a un membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne qui plaide en faveur effectivement d'un ralentissement de la sortie des rachats d'actifs. En d'autres termes, si on peut éviter de faire quelque chose dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, c'est peut-être pas plus mal. Et puis aux États-Unis, la présidente de la Fed de San Francisco qui dit oui, effectivement, on surveille, mais il n'y a aucune raison de ne pas relever nos taux comme on l'avait prévu au départ. Écoutez, d'abord, la première chose, c'est qu'on sait que les banques centrales n'aiment pas les incertitudes. Eh oui. On se rappelle de 2014, de l'invasion de la Crimée. On avait vu que les banques centrales en avaient parlé, avaient dit que potentiellement, ça pouvait bouleverser leur calendrier. Alors, il y a deux choses. Vous l'avez dit, d'abord, la BCE, elle a un cycle économique, voire deux cycles économiques de retard sur les Américains qui vont lever les taux en mars. Mais effectivement, ces incertitudes pourraient les pousser à retarder la décision de la fin des rachats d'actifs, le fameux APP. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a un chiffre de l'inflation qu'il faudra suivre, c'est celui du 2 mars, le panier de la ménagère en zone euro que surveille Christine Lagarde de très près. Donc s'il est largement au-dessus, et on sait que les conflits armés peuvent aussi apporter de l'inflation, eh bien, on devra, le discours un peu dur sur le relevé des taux, sera maintenu. Et de l'autre côté de l'Atlantique, on voit que les attentes maintenant, qui étaient avant de 0,50 points de base sur la hausse des taux de la prochaine réunion de la Fed, sont baissées à 0,25 points de base. Mais je dirais que le pire dans ce scénario serait que la croissance économique ralentisse, et vous l'avez dit par rapport au FMI juste avant, et qu'en face, vous ayez une inflation qui gonfle. Et on se retrouverait dans une situation des années 70 où on ne peut pas normaliser sa politique
politique monétaire parce que vous avez une baisse de la croissance économique et en face, vous avez une inflation qui remonte. Et dans le cas présent, est-ce que ce qui a été dit par la Fed de San Francisco, est-ce qu'elle a raison finalement? Parce que quand on regarde dans le détail, on a quand même un certain nombre de sociétés américaines qui ont été lourdement impactées depuis ces derniers jours et encore hier en séance. Tout à fait. Alors, d'abord, si on se base sur les importations, par exemple, les importations de pétrole russe, 30% en Europe, 3% aux États-Unis. Donc, on voit qu'il n'y a pas un grand effet. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est exactement ce que vous dites, Julien, c'est les conséquences indirectes, parce qu'on a des entreprises américaines qui exportent vers la Russie. On pense à Procter & Gamble, on pense à Pepsi, on pense à d'autres sociétés comme Boeing, etc. La deuxième conséquence, c'est évidemment la hausse du prix du baril. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'avec un prix du baril qui a plus de 100, vous avez les coûts du carburant qui sont très élevés. Et ça veut dire que les compagnies aériennes américaines, American Airlines par exemple, souffrent. Et c'était déjà des sociétés, on l'oublie très rapidement, qui étaient impactées évidemment par le Covid. Et donc là, c'est très compliqué. Et puis, d'un autre côté, eh bien, on remarque que les sociétés pétrolières comme Exxon, par exemple, bénéficient d'un prix du baril qui est assez élevé. Mais juste pour résumer, si vous prenez le Russell 1000, c'est-à-dire les 1000 des plus grandes entreprises américaines, seulement 0,6% des revenus de ces 1000 entreprises ont un lien avec la Russie. Donc, je dirais que c'est très petit et ce n'est pas ça qui va impacter la décision de la Banque centrale américaine. Et vous parliez effectivement de toutes ces valeurs qui ont lourdement chuté hier, les compagnies aériennes notamment. Il y a aussi des valeurs qui ont progressé sur les marchés américains hier, ce qui révèle d'ailleurs toute l'ambiguïté de la situation sur les marchés américains. Oui, c'est comme je disais. Alors, on a les sociétés, beaucoup de sociétés pétrolières, et de l'autre côté, évidemment, vous avez des sociétés de l'armement, puisque Amazon notamment aussi a pas mal. Et Amazon aussi. Alors, ce qu'il faut faire attention, si on prend juste la journée d'hier, eh bien, on a vu que les anticipations de moindre hausse de la Fed lors de la réunion de mars, c'est-à-dire 0,25 points de base au lieu de 0,50 points de base, on bénéficie aux valeurs de croissance qui, elles, souffrent si on monte très rapidement les taux. Donc, on a vu qu'hier, il y a eu une détente, que ce soit sur Facebook, Meta, que ce soit sur Amazon, même que ce soit sur Tesla, qui, pour certains, est considéré comme une valeur aussi technologique, qui ont fortement rebondi parce qu'on a les anticipations de hausse de taux qui ont été baissées. Bon, ce sera bien sûr les sujets à suivre, notamment les positions des banques centrales, très rapidement, en quelques secondes avant de se quitter. Mais c'est quoi votre pronostic, votre diagnostic, les tendances de marché dans les prochains jours, la semaine prochaine? Alors, volatilité très importante jusqu'aux réunions des banques centrales, que la situation en Ukraine avance ou pas. On espère évidemment une détente. Alors, jusqu'à fin mars, une très très forte volatilité. Et comme je le répète, si la situation en Ukraine ne devait pas encore s'intensifier, eh bien, on devrait connaître après un rebond des marchés et le S&P 500, qui là perd près de 10%, pourrait terminer l'année en zone positive. Mais évidemment, une escalade armée auquel personne ne s'attend pourrait changer ce scénario si ça devait s'intensifier. Et comme j'ai dit avant, si on a des sanctions comme le gaz ou SWIFT qui devaient être mises en place, mais pour l'instant, ce n'est pas dans le calendrier des gouvernements. Bon, et on suivra ça bien sûr avec beaucoup d'intérêt et d'attention la semaine prochaine sur Boursorama. Merci beaucoup, John Plassard, spécialiste en investissement chez Mirabaud sur Boursorama aujourd'hui.